Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Été 1727, on se réjouit à Versailles parce que la reine Marie Lesinska, qui a 24 ans, la reine qui est mariée depuis 2 ans au roi Louis XV, est enfin enceinte. Et non seulement elle est enceinte, mais elle est en train de mener à terme cette grossesse. On commençait à s'impatienter. Il faut vous dire que le petit roi, lui, n'a que 17 ans à l'époque. Mais il s'est marié à cette femme plus âgée que lui pour avoir des héritiers, bien sûr. Et on se disait, mais est-ce qu'en plus de son rang médiocre, cette femme a fait venir à la cour de France la stérilité? Non, non. Le ventre de la reine n'en finit plus de s'arrondir. La délivrance est attendue pour septembre. Aïe, 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 le 13 août, Marie se sent mal. Déjà, elle est prise de vomissements, elle s'évanouit, les médecins sont là qui s'activent autour d'elle. Vous imaginez ce que c'est que les médecins de l'époque autour d'une reine de France, hein? Alors on dit, mais c'est une indigestion, on dit qu'elle aurait abusé de figues et de melons à la glace. Bref, à Versailles, on s'alarme, on parle déjà de fausses couches. La faculté, avec son air habituel, a la bonne idée de pratiquer 2 saignées sur l'un des bras de la reine, des bras diaphanes de la pauvre reine d'origine polonaise. Vous avez cette Marie Lesinska qui se laisse faire, que voulez-vous qu'elle fasse? Quant au roi, dès qu'il apprend ce qui se passe, il se précipite au chevet de sa femme. Il faut imaginer ce jeune homme qui est encore quasiment un adolescent avec son visage ému, je cite, le Mercure de France. Alors là, c'est très officiel, hein. Il arriva à Versailles à 11h30. Sa Majesté resta dans l'appartement de la reine jusqu'à 2h après-midi, quelque instance qu'on lui fit pour l'obliger d'aller se reposer. À 3h du matin, la reine sentit les premières douleurs pour accoucher et elle fut saignée 1 heure après. Les douleurs étant devenues plus vives et plus fréquentes vers les 7h, on alla éveiller le roi ainsi qu'il l'avait ordonné. Sa Majesté se leva promptement et passa en robe de chambre chez la reine. Il ne la quitta point pendant les douleurs. Et à 10h, nouvelle saignée de la faculté, on pense que c'est nécessaire à l'époque, et puis, ça y est. Une petite princesse voit le jour. Ah, on aurait préféré un petit prince. Attendez, ce n'est pas fini. Voici qu'une deuxième petite tête fait son apparition. Et en effet, incroyable mais vrai, le roi Louis XV, encore adolescent, est désormais le repère non pas d'une fille, mais de 2. Oh, il peut bomber le torse. On avait prétendu que je n'étais pas capable d'avoir un enfant. Eh bien, j'ai fait coup double, dit-il. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà donc que commence l'existence de ce duo, si je puis dire, pour parler de ces sœurs jumelles. Alors celle dont on va suivre la destinée aujourd'hui, c'est Henriette, qu'on appelle tout de suite Madame Seconde, alors que sa grande sœur, c'est Madame Élisabeth, qui devient donc Madame Première. On ne donnera d'ailleurs de prénom aux 2 petites jumelles qu'un tout petit peu plus tard. Comme le roi l'a souhaité, elles sont sur le champ, confiée à celle qui l'avait élevée lui-même dans sa petite enfance, la très respectable et très aimante Madame de Ventadour. Elle a joué un rôle absolument essentiel dans l'histoire de France, Madame de Ventadour, parce que si elle n'avait pas mis le petit roi Louis XV, enfin qui à l'époque était le dauphin de France, sous clé dans ses appartements, il aurait été tué par les médecins comme l'ont été ses parents et ses frères en 1712. Bref, je ferme cette parenthèse. Henriette, tout comme sa sœur, dès les premiers jours, a autour d'elle toute une maison. Faut imaginer une armada de serviteurs qui sont là pour veiller aux moindres détails de leur vie, bien sûr. C'est le cas des enfants de France, que voulez-vous? Nous sommes dans la plus grande cour du monde à l'époque. Et quand je dis les enfants de France, il va y en avoir pas mal, puisque la reine Marie, qui donc n'est pas du tout stérile, va avoir une autre fille en 1728, puis, aux joies pour les défenseurs de la dynastie, un petit garçon, le dauphin, en 1729, un autre garçon en 1730, et puis 5 filles qui vont s'échelonner de 1732 à 1737. La famille royale n'est pas une petite famille, ce qui veut dire que Henriette va être entourée d'autres enfants. Vous aurez bien compris que ce sont surtout des filles, bien sûr. Louis XV et Marie Lesinska ont eu surtout des filles. Elle est charmante, cette petite Henriette, avec ses cheveux châtains et ses jolis yeux sombres. Elle est extrêmement attachée à sa jumelle, comme c'est souvent le cas, à Madame Élisabeth. Il faut les imaginer qui jouent constamment ensemble, entre éclats de rire et petites chamailleries enfantines. La cour a beau jeu de commenter leur progrès à mesure qu'elle passe par tous les apprentissages de l'enfance, mais élever toute cette fratrie avec l'apparat et le soin qui s'impose prend évidemment beaucoup de temps, d'énergie et d'espace, et d'argent.
Ça coûte très cher tout ça. Et le vieux cardinal de Fleury, qui à l'époque est Premier ministre et qui est soucieux du budget de l'État, se dit qu'on pourrait peut-être trouver une solution. En 1738, il va persuader le roi d'envoyer ses filles les plus jeunes le plus loin possible de la cour pour qu'elles s'en aillent grandir au bon air du Val-de-Loire dans la vénérable abbaye de Fontevraud. Henriette ne fait pas partie des plus jeunes, vous l'avez bien compris, bien sûr, elle est une des deux aînées. Elle a 10 ans à l'époque et pour elle, il est déjà temps de parfaire son éducation à la cour. Il faut la préparer à son mariage qui pourrait se décider assez vite. Donc, elle va rester, elle, à la cour. Les autres devaient partir pour Fontevraud, sauf que l'aînée des plus jeunes, qui s'appelle Madame Adélaïde, va faire une crise de nerfs, de larmes. Elle tape des pieds, elle se jette dans les jupes de sa mère. Bref, on n'a pas le cœur de la laisser monter dans les carrosses, donc elle va, elle aussi, rester à Versailles. Entre parenthèses, ça valait le coup de faire une grosse colère. Bref, pour les autres, pas de discussion possible, et donc Henriette va vivre ce qui est une véritable déchirure familiale en 1738, puisque 4 de ses sœurs, les plus jeunes, sont donc parties pour Fontevraud. C'est une séparation, mais j'ai envie de dire ce n'est que la première d'une vie qui va être marquée par les séparations. Vous écoutez Radio Classique. Oh, la grande question pour toutes ces filles de Louis XV, et notamment pour les deux aînées, bien sûr, c'est de savoir quels époux on va leur choisir. Elles sont filles de France, c'est-à-dire des princesses extrêmement importantes en Europe. Autant dire que le choix est très limité. L'idéal, ce serait de les marier à un fils aîné d'une puissante dynastie catholique. D'ailleurs, il y a des prétendants plus ou moins convenables qui sont évoqués pour Henriette. Elle a 10 ans seulement, hein, mais c'est comme ça à l'époque. Il y a 2 noms qu'on cite le plus souvent. Le fils du roi de Sardaigne, et puis le duc de Chartres. Alors le duc de Chartres, il est de la branche, il est de la famille royale, hein, il est de la branche des Orléans. Disons les choses, on n'est pour l'instant que dans les hypothèses de mariage. En fait, c'est pour Madame Élisabeth que les choses avancent surtout. Après tout, Madame Première jouit de la préséance, n'est-ce pas? Dès 1738, on décide de la marier à l'infant d'Espagne, Philippe, qui est le fils cadet de Philippe V. À vrai dire, certains font la moue devant ce mariage, un simple cadet pour l'aîné des filles de Louis XV. Non, quand même, c'est pas tout à fait présentable. Pas de quoi arrêter le projet. Henriette, pendant l'été 1739, doit se préparer à quitter la France pour sa nouvelle cour, pour sa nouvelle famille. Et il va surtout falloir qu'elle se sépare de sa chère jumelle, qui n'a que 12 ans. Pour elles qui ont toujours été inséparables, vous imaginez le drame intime que ça peut représenter. Les semaines sont comptées, puis les jours, et puis les heures, et Henriette doit accepter que sa sœur, qu'on appelle maintenant Madame Infante, s'en aille. Le duc de Luynes, qui est le chroniqueur de la cour de Louis XV, nous raconte ses adieux familiaux. Le roi est devenu pâle quand Madame Infante est entrée dans son cabinet. Il y a eu encore beaucoup de pleurs. Les 2 sœurs se sont embrassées en fondant en larmes et ne pouvant se quitter. Elles disaient « c'est pour jamais ». En toute logique, Henriette devrait être maintenant la prochaine sur la liste, si je puis dire, à marier. D'ailleurs, il a l'air assez clair qu'elle n'est pas indifférente au charme du duc de Chartres, dont je vous parlais. Les 2 adolescents se côtoient depuis toujours, évidemment, ils sont cousins, hein. Le prince est lui-même très intéressé par sa cousine et pour lui, épouser la fille du roi, vous imaginez, ce serait un mariage inespéré. Et puis, les qualités d'Henriette ne se résument pas à sa naissance puisque c'est une jeune fille extrêmement gentille, d'une grande finesse psychologique. Elle a l'art de toujours faire plaisir, elle se plie en 4, si je puis dire. Louis XV, qui aime infiniment sa fille, il aime toutes ses filles. Pour tout vous dire, c'est un père exemplaire, le roi Louis XV. Est-ce qu'il peut accepter qu'une petite Bourbon de la branche la plus aînée qui puisse être épouse un prince de la branche cadette, un Orléans? Le duc de Chartres veut y croire et au bout d'un moment, il aurait pris son courage à 2 mains pour aller carrément en parler au roi au moment d'une chasse. C'est le duc d'Argenson qui nous relate ça dans son journal. « Sire, lui dit-il bien bas, de cheval à cheval, j'avais une grande espérance, c'était de trouver en votre majesté un père aussi bien qu'un maître. Je contribuais au malheur de madame Henriette, qui serait restée en France avec sa majesté, m'est-il permis encore d'espérer ?» Sur cela, le roi se pencha sur ce jeune prince et lui serra la main tristement par 2 fois, ce qui voulait dire un refus net. Alors il y aura encore d'autres tentatives, mais finalement le mariage ne se fait pas. Et en 1743, ce qui veut dire que maintenant Henriette a 16 ans, elle va devoir faire bonne figure en voyant le duc de Chartres épouser une autre cousine, princesse de la branche des Conti cette fois.
concurrente qui aura eu l'avantage paradoxal d'être d'une moins haute naissance, tout simplement. Et comme le relève Jean-Christian Petit-Fils, qui est le biographe de Louis XV, Henriette aurait eu ces mots affligés au duc de Chartres. « Soyez heureux, votre bonheur me donnera la force de vivre. » Donc vous voyez qu'il y avait plus que ce qu'on pourrait croire entre ces deux-là. C'est un échec, évidemment. Et on envisage d'autres unions pour Henriette, mais il n'y en a aucune qui aboutit. Et finalement, on commence à se dire que la princesse pourrait rester célibataire. Peut-être qu'elle se satisfait de pouvoir rester de cette manière à la cour de France, parce que quand vous mariez, vous quittez la cour, évidemment. Dans son travail sur les filles de Louis XV, Cécile Armand note à quel point cette attitude est diversement appréciée, pour parler diplomatiquement. Si, pour certains, un tel attachement à sa famille était louable, dit-elle, Michelet ridiculise ce choix, disant de Madame Henriette que, comme les chiens battus qui d'autant plus s'attachent, elle se donna tout à son père. C'est vrai que c'est peut-être pénétrant sur un plan psychologique, mais c'est vraiment pas gentil. Ce qui est sûr, c'est qu'Henriette, c'est vrai, entretient avec le roi un lien très privilégié. Elle sait d'ailleurs utiliser cette position. Elle a une place prééminente dans les cérémonies monarchiques. Elle acquiert surtout dans la famille une grande influence. Quand arrive en France sa belle-sœur, la seconde épouse du jeune dauphin Marie-Joseph de Saxe, on est là en 1747, c'est difficile pour la nouvelle venue, vous imaginez, fille d'un vieil ennemi de la famille de la reine, et pour cause, elle est Saxe, n'est-ce pas? Et puis par ailleurs, le dauphin n'a pas très envie d'elle, il a tendance à la rejeter, et c'est Henriette qui va montrer une fois de plus ses grandes qualités de douceur, d'accueil. Elle se montre ostensiblement très gentille avec Marie-Joseph, elle plaide sa cause auprès de son frère le dauphin, elle contribue à un accommodement, si je puis dire. Il y a comme ça des personnages qui sont très discrets, mais qui, en coulisses et grâce à leur délicatesse, peuvent se révéler néanmoins très utiles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pleine de retenue, de gentillesse, de piété. On la compare à sa mère, la bonne reine Marie, bien sûr. On la trouve peut-être un petit peu lisse, un petit peu terne aussi. Enfin, ça, ce sont les méchants, bien sûr. Le duc de Luynes dit qu'elle est d'un caractère doux, sans humeur et même sans volonté. C'est pas gentil. Les auteurs contemporains eurent peu de mots pour la décrire, nous dit Cécile Armand dans ce fameux travail sur elle. Elle était peut-être un peu trop parfaite à leur goût pour qu'on s'étende sur sa description trop longtemps. Elle resta pour eux une princesse fort aimable. Ce sérieux, finalement, fit peut-être qu'on apprécia plus Madame Henriette qu'on ne l'aima par instinct. Mais on ne peut pas reprocher cela à une princesse royale, au contraire. D'ailleurs, ce sérieux sut aussi lui attirer quelques sympathies, et non des moindres. Louis XV lui donne infiniment de preuves d'affection et même de considération. Elle ne déplaît jamais, Madame Henriette. Tout de même, ça peut arriver, et c'est le cas quand pieusement elle se joint à son frère et ses sœurs pour mener la vie dure à la favorite en titre du roi, à Madame de Pompadour. Ah, alors là, celle-là, elle ne l'aime pas du tout. Et le roi va être obligé de lui laver la tête, comme on disait à l'époque, de la savonner bien vertement pour qu'elle se montre un peu moins hostile envers la favorite. Mais la vie de la famille royale, en dehors de cette question sensible, est placée sous le signe de la tendresse. Et dans cette tendresse, on peut dire d'Henriette qu'elle tient pleinement sa part. Et puis il y a, en 1748, ce moment extraordinaire, on annonce à la cour de Versailles la visite d'Élisabeth. Oui, Madame Infante a le droit de revenir. Alors là, ce sont des effusions à n'en plus finir. D'ailleurs, elle ne veut plus repartir. Elle joue les prolongations. Elle finira par partir seulement à l'automne 1749. Et ça, c'est l'occasion d'une nouvelle séparation et de nouveaux pleurs. Franck Ferrand sur Radio Classique. Début février 1752, on parle du décès du duc d'Orléans, le nouveau duc d'Orléans, c'est-à-dire l'ancien duc de Chartres auquel avait dû renoncer Henriette, la princesse, à 24 ans. Et justement, elle est tombée malade, elle a de la fièvre, elle tousse pas mal, elle a toujours un peu mal à la tête. On se dit qu'elle aimait tellement le duc d'Orléans que ça peut se comprendre, seulement voilà... elle n'a pas l'air de vouloir se remettre. Les symptômes s'intensifient. Le 8 février, elle est prise de convulsions brutales. Le roi est de plus en plus inquiet. Il doit annuler un déplacement et le lendemain, la princesse demande carrément à se confesser. Alors quand même, on n'ose pas lui donner encore l'extrême onction. Est-ce qu'il serait possible que cette belle, cette bonne âme soit déjà rappelée à Dieu alors qu'elle est à peine adulte ? Le 10 février,
on lui donne l'extrême onction. On vient réveiller le roi pour lui dire qu'Henriette est au plus mal. L'une de ses sœurs, Madame Louise, en comprenant ce qui se passe, éclate en sanglots. Elle dit « Pourquoi ne m'a-t-on pas laissé à Fontevraud ? Je ne l'aurais jamais connue. » Et oui, elle aurait moins souffert si elle n'avait pas connu cette tendre sœur. Et c'est la mort de Madame Henriette, un coup terrible pour la famille royale, des pleurs, des déchirements extraordinaires. À quelque temps de là, le grand peintre Nattier va achever, à titre posthume, un portrait de la défunte. Et il peint Henriette dans une superbe robe rouge et or, avec un archet dans la main droite en train de jouer de la basse de viol, de quoi permettre à ses proches de regarder une dernière fois cette princesse qui pour l'éternité sera musicienne. Madame Henriette va rester cette présence discrète dont la vocation au sein de la famille royale aura été de chercher toujours la note la plus juste, la note la plus douce. Vous écoutez Radio Classique.